Il y a bien longtemps, la forteresse d'une riche cité d'Asie centrale fut assiégée par une armée d'envahisseurs. Sur les conseils d'un vieux savant, la reine de cette cité, afin de préserver la culture de son peuple, envoie son fils nommé Lal, accompagné des meilleurs artisans de la ville, se cacher dans une grotte. Les remparts cèdent sous le joug de l'ennemi et la reine meurt. Dans les ténèbres du gouffre qui le protège, à la lueur d'une bougie, Lal découvre une pierre rose-rouge, inconnue, d'un éclat et d'une beauté incroyables. Plusieurs années plus tard, lors du retour du prince, le vieux savant fut émerveillé de cette trouvaille. Il lui donna le nom du jeune homme, Lal. Le premier spinel venait d'être découvert dans les hautes montagnes du Badakhshan, dans l'actuel Tadjikistan. Dans la première décennie du XXe siècle, le joaillier Van Cleef & Arpels s'installe place Vendôme. Il est l'inventeur d'un certi mystérieux, invisible sur ses bijoux. L'essence de son métier le portait à vivre dans la proximité des grands de ce monde. Tout dans sa mémoire rappelle cette brillante connivence. La maison Van Cleef & Arpels a été créée en 1906 par Alfred Van Cleef et Estelle Arpels, qui se sont mariés en 1896 et quelques années après leur rencontre a été fondée la maison de joaillerie Van Cleef & Arpels. Van Cleef & Arpels a réalisé en 1967 une très importante commande impériale. En 1966, il y a eu un discret concours qui a été organisé par le gouvernement iranien en vue de créer la couronne de l'impératrice Faridibal. Cette couronne d'inspiration florale est sertie de plus de 1500 pierres précieuses provenant du trésor de Perse. Une émeraude de plus de 60 carats côtoie les 1460 diamants qui illuminent ce joyau. 36 émeraudes, plus petites, taillées en cabochon, s'intercalent entre 34 rubis de la plus belle couleur. 2 superbes spinels trônent sur cette couronne. Les pierres précieuses, qui devaient servir à la réalisation de la commande, ne pouvaient quitter l'enceinte de la salle du fabuleux trésor de Téhéran. Il ne fallut pas moins de 24 voyages à Pierre Arpels pour régler les derniers détails de sa composition. Je m'appelle Nicolas Boss, je suis le vice-président et le directeur de la création de Van Cleef & Arpels à Paris. Et sur cette pièce sur laquelle nous allons travailler dans les jours à venir, un grand sautoir réalisé en perles de culture, dont la pierre centrale que nous avons, qui est une pierre qui était le point de départ de cette pièce, est une opale. Et pour créer un contrepoint aux couleurs et au feu de cette opale dans le collier, on a choisi avec l'équipe de dessin des pierres à la fois très douces dans leur couleur, donc plutôt dans un rose mauve, très intense dans leur luminosité. Et sur un dessin de ce type, on va chercher à s'orienter non vers des saphirs roses, mais vers une pierre plus rare, et qu'on aime beaucoup travailler, qui sont les spinels roses du Tadjikistan. Mais ici, sur ce dessin, il va nous falloir des pierres en poire, que nous n'avons pas aujourd'hui dans nos coffres, et qu'il va falloir que nous allions chercher. Le Tadjikistan est le plus petit pays montagneux d'Asie centrale. L'origine de la langue tadjik est iranienne. La population est à 95% musulmane. L'effondrement de l'URSS en 1991 entraîne la création d'une république socialiste tadjik, meurtrie par une guerre civile qui dura jusqu'en 1997.
Ismaël Samani créa le premier État persan indépendant. Les Tadjiks s'y réfèrent, d'où la monnaie, la somonie. La culture tadjike persane se développe dans les villes de Samarcande et de Boukhara, dans l'actuel Ouzbékistan. Elle vit s'épanouir de nombreux poètes philosophes, dont Roudaki et Ferdowsi, ainsi que Avicenne, le père des mathématiques. Les principales ressources sont le coton et l'aluminium. L'industrie légère et les services constituent la croissance des années 2000. Son relief montagneux lui confère une richesse toute particulière en pierres ornementales comme le lapis-lazuli, mais aussi en pierres précieuses, le béryl, le rubis et plus particulièrement une gemme longtemps confondue avec ce dernier, le spinel. Je m'appelle Janobilov Murodulo. Je travaille ici, à la section de sciences, au ministère de la géologie du Tadjikistan. J'ai mon diplôme en sciences de la géologie. Presque toute ma vie, j'ai travaillé ici, au ministère de la géologie. Le pays est tout petit, mais il est géologiquement très riche. Au Tadjikistan, on trouve 50 variétés de minéraux différents. Avant, quand on faisait partie de l'Union soviétique, toute la production qu'on trouve ici était envoyée dans les autres pays. Par exemple au Kyrgyzstan, au Kazakhstan et surtout en Russie. Sur les mines, on ne peut pas travailler avec des machines. Il faut travailler avec une manière douce, qui exige un travail à la main. C'est un peu comme plonger pour aller chercher des perles au fond de l'eau. Notre président tadjik, il fait très attention au développement de l'industrie minière. C'est une chose qui lui tient à cœur. Et nous espérons que dans un futur proche, tout ira mieux dans ce pays et que nous pourrons bien travailler l'extraction du spinel. On a beaucoup de pierres précieuses ici au Tadjikistan, mais elles ne restent jamais très longtemps au pays. Et c'est très dur de les obtenir. Si on trouve 1,5 kg de spinel par an, on est très content. Les montagnes arides du Pamir, qui couvrent une grande partie du Tadjikistan, étaient le terrain de prédilection des grands conquérants d'Asie centrale. Avec un peu d'imagination, il ne serait pas surprenant de voir apparaître Gengis Khan à la tête de ces hordes d'or. Pour se rendre dans les mines de spinel, 700 km de piste séparent Dushanbe, la capitale, de Koro, la ville frontalière avec l'Afghanistan, proche des exploitations. Ce pays est l'un des plus pauvres d'Asie centrale, et dans cette région du sud, une grande partie de la population est ismaélienne, c'est-à-dire disciple d'un chef religieux, l'Aga Khan. Cet homme, descendant direct de Mahomet, est considéré comme un dieu dans ces régions. Il est vrai que sans son aide financière de chaque instant, une énorme partie de la population ne pourrait survivre. Il construit des routes, des hôpitaux, des universités, fait arriver l'électricité dans les villages et bien d'autres choses encore. Une demi-journée de piste accidentée permet de rejoindre les mines de spinel. Des voitures plus que cinquantenaires abandonnées aux Tadjiks par les Russes au moment de l'explosion du bloc soviétique constituent la majorité des moyens de transport dans cette région. Pas d'industrie et peu de culture dans ces régions arides. Seuls des bergers nomades subsistent en vendant la laine de leurs moutons.
Comme dans beaucoup de pays d'Asie, les femmes portent leur seule fortune sur elles sous forme de bijoux. Elles apprécient tout particulièrement les pierres rouges framboises. La mine de Spinel s'appelle Kouilal, ce qui veut dire montagne des pierres précieuses. À une altitude de 3600 mètres, elle domine la vallée de la rivière Panj, frontière avec l'Afghanistan. La mine de Kouilal a une histoire très riche et très ancienne. L'apparition de la pierre Spinel était écrite dans le livre Shahnameh de Firdavsi, un écrivain tadjik, et dans le 4e Dervish. C'est un livre qui relate l'histoire du peuple tadjik. Les écrivains parlaient de la pierre de Spinel dans les différents livres, et l'on y apprend qu'elle était connue depuis le 7e siècle. Au 8e et 9e siècle, les gens avaient nommé cette pierre rubis. Et après ses explorations, l'homme de science Al-Biruni l'a renommée Spinel du Badakhshan. On dit que les premières productions ont commencé au 7e siècle. Et les premières personnes qui travaillèrent dans ces mines ont été les Chinois. Mais si l'on recherche dans l'histoire, il apparaît que les Perses furent à l'origine de l'ouverture de ces mines. Il y a actuellement 410 mines. Différents minéraux sont extraits de ces mines. L'un de ceux-ci s'appelle le larstérite. Dans sa composition, on retrouve des éléments du spinel. On sait que la vaisselle ancienne était fabriquée en porcelaine et que le larstérite est un minéral entrant dans sa composition. Les Chinois fabriquaient de la vaisselle et des tasses avec cette porcelaine. C'est en exploitant ce minerai que le spinel a été découvert. Sur les mines, on travaille en saison pendant 6 mois. Les travaux commencent au début du mois de mai et ils durent jusqu'en novembre. En hiver, il fait très froid. L'eau gèle. On ne peut pas travailler et c'est pour cette raison que le travail s'arrête en novembre. Chaque matin, le contremaître regroupe son équipe de mineurs pour donner les consignes de la journée. Durant les quelques mois de travail, les mineurs ont un salaire fixe payé par l'État, auquel vient s'additionner des primes en fonction de leur trouvaille. L'État s'approprie les meilleures pierres par l'intermédiaire d'une société nommée Jamast, qui gère les richesses minières du pays. Une licence de 3 ans est délivrée aux mineurs pour la recherche des spinels. Le matériel employé est très ancien. Il date de l'époque soviétique.
Depuis le 7e siècle, les hommes de ces régions n'ont pas cessé de percer, trouer et creuser le flanc de cette montagne. Plusieurs centaines de tunnels sillonnent son sous-sol. Le contremaître est le premier à entrer dans la mine après l'explosion. Chaque jour, il fait un compte-rendu téléphonique sur l'état des lieux et la production à un service bien particulier du ministère de la Défense. Toute la région est sous haute surveillance de la police afin d'éviter les vols, mais surtout les marchés parallèles, ainsi que la vente illégale des pierres. Au début de l'hiver, lorsque le froid revient, l'exploitation devient impossible. Les mines sont fermées et laissées sous le contrôle de cette police. Après les explosions, il est nécessaire de dégager les roches et de regarder si un gros cristal n'est pas apparent. Puis elles sont mises dans les wagonnets pour être sorties de la mine et triées à la lumière du jour. Le minerai ainsi transporté est stocké à l'extérieur en attendant un tri minutieux. Les roches riches en pierres précieuses sont mises sur un énorme tamis. La lumière du soleil et un peu d'eau font ressortir le rose et permettront ainsi d'isoler les spinels, ainsi qu'un autre minéral dont raffolent les collectionneurs, jaune orangé très rare et spécifique de ce lieu, la clinohumite. Les gemmes trouvées font en général quelques grammes. Mais il arrive parfois qu'un cristal plus important soit découvert. Il y a 45 millions d'années, la dérive des continents amena l'Inde à percuter le continent asiatique. Durant les quelques dizaines de millions d'années suivantes, le choc des deux continents fut à l'origine de la montée des chaînes himalayennes. Dans la zone de l'impact, à une température avoisinant les 700 degrés centigrades et à une profondeur d'une vingtaine de kilomètres, des fluides riches en eau, gaz carbonique et autres constituants, en contact avec le manteau terrestre et ses éléments chimiques, créent des poches qui donneront naissance aux spinels. Les éléments présents dans cet environnement, comme l'alumine et le magnésium, vont former après la disparition de la silice présente dans le milieu, les superbes spinels du Tadjikistan. Ils seront dans des poches mesurant quelques mètres seulement. Le chrome, le fer et le titane, présents au moment de leur formation, donneront la couleur allant du rose pâle au rose framboise.
Après la longue journée de travail, les mineurs se retrouvent autour d'un repas reconstituant. Ils ne manquent jamais de raconter leurs dernières histoires et de montrer à la dérobée leur butin. Началась история примерно, это точно не доказано, но... Les hommes qui travaillent dans cette mine viennent de différentes régions du Tadjikistan, mais la majorité est originaire du Pamir et plus particulièrement d'un petit village quelques centaines de mètres plus bas qui s'appelle, comme la mine, Kouilal. Traditionnellement, de père en fils, les hommes de ce village sont les mineurs du Lal. En ces lieux, c'est ainsi que l'on nomme le spinel. En hiver, quand il fait très froid ici, des loups descendent de la montagne et ils se battent avec les chiens. Pendant ces batailles, les loups peuvent mordre les oreilles des chiens et c'est pour ça qu'on leur coupe les oreilles. Notre village s'appelle Kouilal. On fait ici beaucoup d'agriculture, du blé, des pommes de terre, des pois. Il y a aussi beaucoup de gens qui font de l'élevage et il y a aussi des gens qui travaillent à la mine, bien sûr. C'est dans ces mines de Lal qu'on trouve des pierres précieuses. Le spinel. Ça fait 40 ans que mon père travaille dans ces mines et je vais vous emmener le voir et vous le présenter. Papa, je veux te présenter un monsieur. C'est un gémologue français. Il s'appelle Patrick. Il veut discuter avec toi à propos des spinels du Badakhshan, qui sont très connus à travers le monde. Jusqu'à présent, on a trouvé de très gros spinels. D'ailleurs, en 1985, on en a trouvé un de 5,8 kg. Cette pierre a été apportée au musée de Leningrad. Puis après la désagrégation de l'Union soviétique, elle a été renvoyée au Tadjikistan, à Dushanbe, notre capitale. Après, on ne sait rien de ce qui s'est passé avec cette pierre. Nous avons des mines très riches et on pourrait obtenir beaucoup de pierres précieuses de cette taille. Le vieil homme se rend régulièrement à pied dans un village voisin, en traversant les sources chaudes d'eau soufrée dans lesquelles de nombreux habitants de la région viennent soigner leurs maladies de peau. Ce voyage régulier a pour but de rencontrer une chamane. En Asie centrale, le chamanisme est une vieille tradition. Ces gens sont à la fois des prédicateurs, des médecins, et chacun fait très attention à leurs conseils. Ici, il y a des voyantes et des chamans. Il y a des gens qui y croient vraiment. Il y a aussi des mineurs qui vont chez le chaman et ils demandent « Est-ce qu'ils vont trouver des pierres cette année ?» Ils veulent tous savoir s'ils vont trouver du spinel. Les gens y croient ici. Cette femme lit l'avenir de ses patients dans un vieux Coran. Elle les conseille, les encourage. Elle suggère au vieil homme d'aller dans la mine où il y a bien longtemps a été trouvé le rubis du prince noir, ce spinel mythique qui se trouve sur la couronne impériale d'Angleterre.
Elle a senti que ce vieux mineur avait caché il y a des années une pierre exceptionnelle dans ce lieu magique. C'est le moment de la faire renaître. À la lumière d'une chandelle, la main tremblante, le vieil homme exhume son trésor. Le spinel a toujours fasciné durant des siècles les grands de ce monde. C'était la pierre des couronnes. Tamerlan, nommé aussi Timur le Boiteux, grand conquérant d'Asie centrale, en raffolait. Malgré les conseils de vieux sages qui prédisaient de grands malheurs si le dieu de la guerre était libéré, c'était en 1941, à Samarcande, que des scientifiques russes ouvrirent son tombeau, sur lequel était inscrit « Si j'étais vivant, le monde tremblerait ». En effet, au dire de certains chroniqueurs de l'époque, des choses surprenantes se seraient produites. Le premier jour, la ville tomba dans l'obscurité. Le deuxième, le couvercle du tombeau se brisa. Et le troisième, l'armée allemande, malgré un pacte de non-agression, envahit la Russie. Ce précurseur des grands Moghols envoyait des armées pour protéger la mine de Kouilal. Il en fit ramener des spinels nommés à cette époque rubis-balais, balais venant de la déformation linguistique de Badakhshan, région d'où proviennent ces pierres. Durant toute la période moghole, on retrouvera des gemmes sur lesquelles figuraient des inscriptions portant le nom des empereurs. Il existe encore aujourd'hui dans le trésor d'Angleterre un collier fait de spinels sur lesquels se trouvent des intailles nommées le collier de Timur. Dans ce même trésor, la couronne impériale de la reine d'Angleterre porte le rubis du prince noir. Cette gemme est un spinel provenant de la mine de Kouilal. Il fut remis en 1367 au prince noir en remerciement de ses loyaux services par le roi de Castille. Un demi-siècle plus tard, il sauva la vie du roi Henri V à la bataille d'Azincourt. La pierre porte encore la marque de la hache qu'elle a déviée et qui aurait dû fendre le crâne du souverain. Mon nom est Alan Jobbins. Je suis le conservateur responsable des pierres précieuses au musée de géologie de Londres. Cette pierre est connue sous le nom de rubis du prince noir. Mais en réalité, ce n'est pas du tout un rubis, c'est un spinel. Ce n'est pas une pierre aussi rare, mais celle-ci est exceptionnelle. La particularité du rubis du prince noir, ou plutôt du spinel du prince noir, est que l'on en a entendu parler à partir de 1367. En fait, pendant 6 à 7 siècles pour l'histoire de cette pierre particulière. Le rubis du prince noir est percé, en réalité 4 fois, certainement pour mettre la pierre sur un turban sur le sommet de la tête. Les trous sont percés d'une manière très rudimentaire, comme vous pouvez le constater sur certaines photos de cette pierre. Dans un endroit, il y a un énorme trou dans lequel a été mis un rubis en taille cabochon. On différencie bien les deux, car le spinel ne brille pas autant que le rubis qui, lui, chatoie beaucoup plus avec des feux. Les Shahs d'Iran, proches de cette région, en possédaient de nombreux dans leurs trésors qui se trouvent actuellement dans les coffres de la banque Meli à Téhéran.
Les tsars ont aussi acquis en Chine un énorme spinel provenant de cette mine. Ils trônent impérialement sur leur couronne. Je m'appelle Evgeny Gapanyuk. Nous sommes à l'exposition Fonds diamantaire de la Russie sur le territoire béni du Kremlin de Moscou. Et j'en suis le conservateur en chef. Ici sont exposées des collections uniques. Cette exposition n'a pas d'équivalent vu le niveau des objets exposés. Et parmi tous ces objets précieux, les décorations de couronnement de l'Empire russe occupent une position unique. Les Russes appelaient l'impératrice Catherine la Grande. La grande couronne impériale en diamant a été créée pour le jour du couronnement de Catherine la Grande en 1762. Toutes les couronnes précédentes ne plaisaient pas à l'impératrice. Elle demande à Ivan Ivanovitch Bitskov de créer une nouvelle couronne. Il a reçu l'autorisation de l'impératrice d'utiliser toutes les pierres précieuses libres qui se trouvaient à cette époque dans la chambre des diamants de Sa Majesté l'impératrice. 4936 diamants décorent cette couronne. Vous ne manquerez pas d'observer les faces en gradin de cet exceptionnel diamant de 156 carats, les 75 perles magnifiques. Le dessus de la couronne est orné par un spinel pesant environ 400 carats. Cette pierre historique a été achetée par Nikolaos Spafarius, qui était envoyé à la cour du Bogdi Chanskonchi à Pékin, empereur de Chine. Un mystère captivant remplit cette histoire. L'achat fait par Spafarius était légitime, mais ce qui est étonnant, c'est qu'une pierre si précieuse et royale n'ait pas attiré l'attention de l'empereur Bogdichan lui-même. Habituellement, en ce temps-là, de telles pierres précieuses et uniques devenaient la propriété du souverain régnant et elles ne quittaient pas les limites du pays où elles se trouvaient. Mais dans ce cas, la transaction était légitime. Ce spinel a quitté la Chine. Il a été transmis au tsar Alexei Mikhailovitch, Alexis Ier, sur le bon vouloir duquel Nikolaos Spafarius a acquis cette pierre précieuse. Et en 1762, le spinel a orné la grande couronne impériale en diamant. Cette couronne est remplie d'une signification auguste, morale et religieuse. C'est une beauté qui règne éternellement. Les ruissellements des diamants sont comme la lumière éblouissante du soleil. Et au-dessus de la couronne, le spinel brille, telle une étoile mystérieuse et éloignée. En France, le célèbre spinel Côte de Bretagne, taillé en forme de dragon, orna la toison d'or de Louis XV. Régulièrement, mais à des dates tenues secrètes, les pierres sont acheminées par des caravanes d'ânes ou des voitures vers Koro, la grande ville la plus proche. Cette région frontalière de l'Afghanistan est fortement sécurisée par les autorités tadjiques. La ville de Koro est accessible par l'air, mais aucune confirmation n'est jamais donnée sur les horaires d'arrivée ou de départ des vols. La route est longue et difficilement carrossable, mais c'est le moyen le plus fiable de retourner à Dushanbe, la capitale. Malgré son effondrement, les vieilles habitudes de l'Empire soviétique sont restées bien ancrées au Tadjikistan. Les hauts responsables préfèrent l'anonymat et n'acceptent pas de parler à visage découvert.
En 1997, il y a eu un problème lors du transport des pierres vers Douchambé. Une pierre a été volée, mais cette pierre était de basse qualité. Du coup, le problème a été résolu très rapidement. Depuis, plus aucun incident n'est survenu. De Koro à Douchambé, les pierres sont transportées dans une voiture sous la protection du ministère de la Défense. Des hommes armés, d'une grande vigilance, sont chargés du transport jusqu'à la Banque centrale, qui renferme le trésor du Tadjikistan. D'année en année, la production y est stockée. Il faut remarquer que l'étoile d'apparat du président est faite de pierres précieuses naturelles originaires du pays. Le spinel, le rubis et l'émeraude ont été utilisés dans sa fabrication. Naturellement, les émeraudes ont été achetées en Afghanistan pour le trésor du Tadjikistan, mais ce sont des pierres naturelles. Je trouve que cette étoile est mieux que certaines autres, parce qu'elle est fabriquée en pierres naturelles tadjiques. Les pierres ont été taillées par l'intermédiaire du ministère des Finances. À Kouilal, on trouve essentiellement des spinels appelés lal du Badakhshan et des clinohumites. Chez nous, on appelle ça du spinel jaune. Il est vraiment dommage de l'appeler spinel jaune. Le spinel est une pierre précieuse, mais assez répandue, alors que la clinohumite est extrêmement rare et exotique. Notre premier souci, c'est la quantité de pierres disponibles. En effet, il faudrait 10 000 à 20 000 carats de spinel, ainsi que 5 à 10 000 carats de rubis pour approvisionner les différentes bijouteries du Tadjikistan. L'industrie du bijou au Tadjikistan est florissante, malgré le faible pouvoir d'achat de la population. Les femmes tadjiques sont très coquettes et aiment particulièrement les pierres roses rouges comme les spinels. Je peux voir cette bague ? Spinel ? Oui. Le manque de production et le prix particulièrement élevé du spinel font que les bijouteries proposent très souvent des pierres fausses. Sur cette bague, il s'agit d'une pierre synthétique, d'un corindon synthétique nommé très souvent dans les pays d'Asie French Diamond, car c'est un Français, M. Verneuil, qui inventa le procédé de fabrication au début du XXe siècle. Une pierre de ce genre ne dépasse pas quelques euros à la production. Son prix extrêmement bas permet aux clients d'acheter un bijou qu'ils ne pourraient pas s'offrir avec un véritable spinel. C'est une pierre naturelle ? Oui, c'est une pierre naturelle. Celle-ci aussi est naturelle. Pour certains, les corindons synthétiques sont encore trop chers. De petites boutiques produisent en quantité des pierres d'imitation en verre ou en matière plastique, dont la valeur dérisoire fait baisser considérablement le prix du bijou.
Au XIXe siècle, plusieurs écoles d'orfèvrerie s'ouvrent au Tadjikistan. Elles se spécialisent dans la fabrique des bijoux. Les femmes tadjiques ornaient jadis leur front de disques d'argent et d'or, de boucles d'oreilles et de clochettes. La tradition du bijou est restée très présente et si souvent les pierres sont de piètre valeur, la qualité du travail de l'or est tout à fait exceptionnelle par sa finesse, sa fragilité et la complexité de ses compositions. Les femmes tadjiques raffolent aujourd'hui des boucles d'oreilles finement ciselées et embellies de spinels ou de ses imitations. Ces bijoux contemporains rappellent les merveilles du trésor de Bactriane, retrouvé dans un pays limitrophe, l'Afghanistan, et datant plus de 2000 ans. Les pierres sont montées sur de l'or à 14 carats. L'or pur, appelé encore or fin, est à 24 carats. En Europe, les bijoux en or sont à 18 carats. Ceci correspond à un alliage où la quantité d'or est plus importante qu'au Tadjikistan. On utilise rarement l'or fin car il est trop tendre. Au Tadjikistan, les hommes offrent souvent à leurs fiancés avant le mariage une bague montée d'une pierre rose rouge. Le mariage est une industrie comme dans beaucoup d'autres pays. La polygamie est interdite mais pratiquée car beaucoup d'hommes ont été tués pendant la guerre civile et un grand nombre sont partis travailler en Russie. Il ne reste donc plus que 1 million d'hommes pour 7 millions d'habitants. Les mariages traditionnels sont l'occasion pour les femmes de sortir leurs plus beaux bijoux. Très peu de spinels sont vendus officiellement par le gouvernement du Tadjikistan. Néanmoins, il semblerait que dernièrement des transactions ont dérogé à cette règle. La majorité des pierres précieuses vendues est brute, mais un certain nombre l'est déjà taillée. Les pierres arrivent en Occident, où les critères de qualité et de taille sont extrêmement rigoureux, notamment chez les joailliers de la place Vendôme. Pour tailler convenablement un spinel, il faut tout d'abord le fixer sur un bâtonnet de bois avec de la cire ramollie à la chaleur. Une fois sèche, cette cire est plus dure qu'un ciment.
Les meilleurs lapidaires taillent les pierres précieuses à l'ancienne. Leurs meules ne sont pas entraînées par un moteur, mais manuellement, afin de pouvoir moduler la vitesse comme ils le souhaitent. Les meules sont couvertes de poudre de diamant, qui est le minéral le plus dur de cette planète. Tout d'abord, après avoir déterminé l'angle de taille où la pierre sera la plus belle, le lapidaire dégrossit le spinel pour lui donner une première forme proche de la forme finale souhaitée. Puis il taille la première face, la table. C'est la grande face la plus visible lorsqu'une pierre est montée. Ensuite, il taille la couronne, qui sont les faces entourant la table. Toutes ces opérations nécessitent de l'eau sur la meule afin d'éviter l'échauffement qui pourrait être fatal à la pierre. Enfin, le lapidaire facette la partie inférieure de la pierre qui s'appelle la culasse. C'est sur ces facettes que le rayon lumineux entré dans la pierre se reflète comme sur des miroirs, puis il ressort par la table. Lorsqu'une pierre est bien taillée, le chatoiement et la sensation de profondeur sont parfaits. La dernière étape sera le polissage de chaque facette puis le nettoyage de la pierre. Les pierres précieuses, ainsi embellies par la taille, sont serties sur les créations du joaillier. Le joaillier Van Cleef & Arpels exalte une matière en perpétuelle transformation, à l'image d'une femme qui aime séduire. Dans sa création, l'intimité de cette femme et du bijou est totale. Ils deviennent complices. Le joaillier en a fait la conquête. Fermée à tout étranger, la mine de Kouilal protège les secrets du spinel, pierre rare et recherchée, emblème de pouvoir et de fascination totale. Seuls ces mineurs du bout du monde peuvent toucher avec leurs mains calleuses le minéral qui a représenté pendant des siècles le sang du Christ sur les couronnes des Tout-Puissants.